Permettez-moi d'abord de préciser que à aucun moment ma critique n'a été en direction de la position de la France, mais d'acteurs français qui n'engagent pas la France en tant que telle, puisque c'est le président de la République qui, sur cette question, engage la France, et je n'ai pas entendu le président de la République dénoncer les accords de 68. Au contraire, il a dit de la façon la plus claire qu'il n'était pas question de revenir dessus. Il a exercé le pouvoir de dire non. Non à la non-application des accords de 94. Non à ce que reproduise une situation comme à Mulhouse, Monsieur le Premier ministre. Mais la vocation de la France, Monsieur Rambaud, je suis heureux de vous le dire, parce que si un jour vous arrivez au pouvoir, ça pourra vous être utile, c'est de reconnaître des gouvernements. C'est pas de juger les gouvernements. La France, elle n'est pas là, en maîtresse d'école, à dire vous, la dictature, vous, la grande démocratie. Que ne s'est-on trompé sur l'évolution des États-Unis? Et on aurait pu ouvrir les yeux bien plus tôt. Entre discours passionnés et accusations acerbes, le dernier débat politique a offert une scène où Dominique de Villepin a livré une bataille verbale contre ceux qui privilégient la politique spectacle plutôt que des actions concrètes. Sa cible, la rhétorique dangereuse qui menace les relations internationales de la France, notamment avec l'Algérie. Villepin appelle à un retour à la maison, à une diplomatie réfléchie, loin de la violence des mots, mais dans un monde où chaque parole semble peser lourd. Peut-on vraiment encore rêver de paix et de dialogue? Restez avec moi pour la suite de la vidéo où nous allons décomposer cet échange, analyser les points clés et voir ce qu'il en ressort. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres analyses politiques percutantes. Monsieur le Premier ministre, merci de votre présence et de la vision que vous nous faites partager des relations internationales. Je voudrais revenir avec vous sur la relation de la France avec l'Algérie, et à laquelle nous unissent tant de liens historiques, culturels, de longue date. Et je voudrais vous dire que dans ce cadre-là, nous nous sommes toujours parlé franchement, Monsieur le Premier ministre. Je étais assez sidéré, pour reprendre un adjectif que vous utilisez souvent, quant à votre grande véhémence à l'égard du ministre de l'Intérieur que vous accusez de donner un spectacle d'impuissance, de faire le show, je vous cite dans votre essai. À défaut, ce n'est pas votre genre, à défaut d'obtenir des résultats tangibles contre la criminalité et le trafic de drogue. Pire encore, vous l'accusez de participer à la logique d'enracinement, parfois xénophobe, etc. J'arrête là les citations, elles sont nombreuses. Et je dois vous le dire, Monsieur le Premier ministre, je regrette que vous vous soyez inscrit dans cette charge, dans les pas d'un de vos illustres prédécesseurs, Talleyrand, qui indiquait que tout ce qui est excessif est insignifiant. Car cette charge, elle est non seulement contre le ministre de l'Intérieur, mais elle est contre le Premier ministre et contre l'ensemble du gouvernement qui a pris un certain nombre de décisions à la suite du comité interministériel sur l'immigration. À la mi-mars, l'Algérie a refusé de réadmettre sur son territoire une soixantaine de leurs ressortissants étrangers les plus dangereux. Un pays avec qui nous entretenons une coopération migratoire extrêmement dégradée, puisque le taux d'exécution des OQTF est de seulement 7%. Depuis novembre dernier, notre compatriote Boualem Sansal est détenu arbitrairement alors qu'il est lui-même âgé et gravement malade. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur a instauré un rapport de force. Il a exercé le pouvoir de dire non. Non à la non-application des accords de 94. Non à ce que reproduise une situation comme à Mulhouse, Monsieur le Premier ministre, où l'auteur de l'attentat avait été refusé 14 fois par l'Algérie. Non à ce que notre pays ne soit pas convenablement considéré et respecté, car ceci est une exigence légitime de l'opinion, de la majorité des Français, Monsieur le Premier ministre, et vous êtes sensible, évidemment, à l'opinion. Alors, la critique est aisée, je ne trouve plus. La critique est aisée, mais l'art est difficile, et je vous ai entendu souvent dire cela. Et vous le savez en tant que Premier ministre. Alors, dites-nous précisément et concrètement les solutions que vous préconisez pour, je vous cite, inventer des solutions dans notre relation avec l'Algérie. Merci, monsieur le député.
Monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le député. Il ne s'agit en aucun cas pour moi de personnaliser une critique, mais d'illustrer à travers la charge qui a été celle du ministre de l'Intérieur sur cette question de l'Algérie et des OQTF, le risque qu'il y a de l'engrenage et de la surenchère sur la question ou sur les questions identitaires. Car en effet, nous avons pu le constater à plusieurs reprises lors des différents 20 heures ou des différentes grandes émissions, quand il s'agit pour un homme politique non pas d'apporter des réponses, mais d'agiter des menaces, encore faut-il être sur son territoire, c'est-à-dire sur son portefeuille. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas, puisque cette question des relations avec l'Algérie, elle relève, on le sait bien, d'abord du Quai d'Orsay, et bien sûr sous l'égide du président de la République. Donc on complique un peu plus les choses dans quelque chose qui doit être maîtrisé, construit, et où on ne peut pas imaginer que dans un gouvernement comme le gouvernement français, on joue la stratégie du good cop, bad cop. C'est pas à la hauteur d'un enjeu aussi important que les relations avec un pays comme l'Algérie. Deuxièmement, ce que je critique, c'est qu'un responsable gouvernemental puisse s'inscrire dans un discours qui ne débouche pas sur une politique publique, qui est de son ressort, qu'il décide de mettre en avant et de prendre un certain nombre de mesures qui dépendent de son ministère en liaison avec le Premier ministre. C'est une chose, en espérant que cela permettra d'avoir des résultats. Mais quand c'est purement virtuel, quand c'est purement spéculatif, ça ressemble à des menaces, ça ressemble à des chantages qui ne sont pas aussi véritablement les outils que nous devons utiliser avec un pays comme l'Algérie. Nous connaissons l'histoire, nous connaissons la complexité. Il y a donc un principe de responsabilité. Face à cette crise algérienne, la première chose, c'était de revenir de là, d'un point de départ que nous n'aurions pas dû quitter, c'est-à-dire à un traitement normal d'indifférent avec un État comme l'Algérie. Et ça implique de rendre au Quai d'Orsay et de rendre au président de la République la conduite de ces affaires. Deuxièmement, on constate un dysfonctionnement dans le domaine de la sécurité, un dysfonctionnement très grave, j'en conviens, et qui n'est pas acceptable en ce qui nous concerne. Et il faut donc essayer de trouver les moyens d'y répondre. Comment y répondre ? Bien évidemment, c'est en prenant en compte l'ensemble des facteurs, puisque nous sommes aujourd'hui dans une crise qui fait qu'il n'y a pas un différend, mais tous les différends sont sur la table. Donc on ne peut pas séparer les questions de sécurité, des questions diplomatiques comme celle du Sahara occidental, des questions de mémoire qui sont un enjeu récurrent dans la relation avec l'Algérie, des questions économiques qui sont en panne maintenant depuis un certain nombre de mois. Donc on voit bien qu'il faut une vision globale, une stratégie globale, et ce n'est pas en appuyant sur la plaie là où ça fait le plus mal, et où là, c'est un irritant qui mobilise les opinions publiques des deux côtés que l'on fera avancer les choses. C'est au contraire par la sérénité, par un traitement équanime que nous pourrons le faire. Et nous savons que tant sur l'immigration, évidemment, nous sommes dépendants de la volonté des Algériens, mais ce n'est pas en tapant sur la table, en trépignant, aux 20h ou ailleurs, que nous arriverons à faire avancer les choses. Donc, une fois de plus, une exigence de responsabilité, et je pense qu'avec un peu d'expérience, n'importe quel responsable gouvernemental évitera ce type d'excès qui met une fois de plus, non pas le ministre de l'Intérieur dans une situation humiliante, mais qui met notre pays dans une situation embarrassante. Et moi, ce que je n'ai pas admis, c'est que la France puisse être dans une situation embarrassante, au mépris des procédures et des règles gouvernementales. On a vu que le Premier ministre avait été obligé de suivre, parce qu'évidemment, il tient à la stabilité de son gouvernement. Et puis, le président de la République, fort heureusement, a signalé la fin de la récréation. C'est une heureuse chose, et ce que je veux croire, le chemin est encore difficile, c'est que nous aurons le sang-froid d'avancer pour trouver des réponses. Madame Caroline Yadan. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En 2012, une enquête du journal Le Point a révélé que vous aviez pour client le Qatar Luxury Group, fonds d'investissement personnel de l'épouse de l'émir du Qatar. À Sciences Po, vous avez été le tuteur de Maïssa Al-Thani, fille de l'émir, qui vous surnommait selon plusieurs médias mon second père. Vous avez par ailleurs évoqué le 22 novembre 2023 dans l'émission Quotidien, je cite, « une domination financière sur les médias et la musique aux États-Unis
Propos qui relèvent d'une rhétorique complotiste qui ont été d'ailleurs largement condamnés, y compris par des membres de votre ancien parti politique. Enfin, vos récurrentes saillies anti-israéliennes, comme par exemple la reprise du terme génocide qui constitue pourtant une contre-vérité factuelle et juridique, vous a valu en septembre 2024 un plébiscite de l'agence de presse Quds News Network, proche du Hamas, et un rapprochement réel avec l'extrême gauche antisémite. Ma question est donc la suivante. Votre proximité avec le Qatar influence-t-elle votre positionnement politique et ne pensez-vous pas que la calomnie fondée sur l'inversion accusatoire entre le Hamas, mouvement terroriste islamiste, et Israël, pays démocratique, contribue à alimenter la haine des Juifs dans notre pays? Merci. Alors là, je ne saurais trop vous remercier de me la poser et de ce point de vue-là, je dis merci 20 fois. D'abord parce que nous savons aujourd'hui que la question du Qatar ne se pose pas quant à moi. Mais nous savons qu'elle se pose quant au Premier ministre israélien et à son entourage. Et nous savons que c'est une des raisons pour laquelle l'offensive judiciaire menée par M. Benjamin Netanyahou a été lancée. C'est la question de l'influence du Qatar sur les décisions prises par le Premier ministre. En ce qui me concerne, je le dis tout de suite, je n'ai aucun lien avec aucun fonds qatari et je n'en ai jamais eu. On voit bien par contre l'intérêt de ceux qui lancent ce type de rumeurs, de les faire prospérer pour discréditer une parole qui, dans certains cas, serait susceptible de déplaire. En ce qui concerne le génocide, alors là je m'inscris en faux, je vous invite à rechercher dans vos fiches, à demander à vos attachés parlementaires de faire un travail sérieux. Je n'ai jamais employé ce terme. Jamais. De la même façon que j'ai toujours condamné l'attentat terroriste, les attentats terroristes du 7 octobre. En ce qui concerne la domination financière, alors là je persiste et je signe, si la domination financière ne s'exerce pas aux États-Unis sur les médias, je crois qu'il faut arrêter la politique tout de suite. Parce qu'il suffit de regarder le Washington Post, il suffit de regarder X. On voit bien que c'est bien parce qu'il y a des grands capitaines oligarques d'industrie qui sont capables de manipuler cette information que nous sommes dans cette dérive information absolument majeure. Par ailleurs, je le dis en France, je le rappelle devant cette commission, 90% de la presse quotidienne en France est tenue par 10 milliardaires. 90%. Et 55% de la presse audiovisuelle et 45% des plateformes numériques. Alors je veux bien que pour des raisons idéologiques, on refuse de voir la vérité, mais il n'y a pas de politique qui puisse commencer sans regarder la vérité en face. Et moi, c'est là où je crois que la diplomatie, c'est de faire de la politique, c'est-à-dire de changer les paramètres de la réalité sur le terrain. Et c'est pour cela que je le redis, reconnaître aujourd'hui l'État palestinien, ça fait bouger les lignes, ça modifie l'équation sur le terrain, parce que ça montre la détermination irréversible de la France et de l'Europe à s'engager véritablement dans ce sens, et ça montre qu'il y a une autre voie que la violence et que la mort au bout du chemin pour les populations palestiniennes. Donc ça redonne un espoir, et vous n'imaginez pas à quel point cela changerait le regard d'une très large partie de la communauté internationale, qui n'en peut plus jour après jour de s'interroger sur les raisons qui conduisent à la perpétuation de cette violence, qui apparaît aujourd'hui sans raison, mais sans raison autre qu'aujourd'hui, que la recherche d'une dissuasion qui a été restaurée, et donc la raison a disparu, et aujourd'hui sans autre raison que la revanche ou une volonté d'éradication de la population palestinienne qui n'est évidemment acceptable par personne dans la communauté internationale. Merci. Je donne la parole à présent. Je me permets quand même d'insister. Je dis bien sans raison. C'est aujourd'hui le sentiment qui se répand de plus en plus en Israël, et c'est la raison pour laquelle tant d'Israéliens manifestent jour après jour pour réclamer un peu de raison dans ce conflit. S'il vous plaît. Le rôle est que chacun pose des questions, que M. Dominique de Villepin réponde à chaque fois ce qu'il vient de faire. Je donne la parole à M. Michel Herbillon et puis ensuite à Mme Sandra Delannoy. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Un mot sur votre réponse à mon questionnement tout à l'heure. Je pense que le ministre de l'Intérieur est parfaitement dans son rôle, dans son périmètre de responsabilité, quand il se préoccupe de sécurité, d'immigration et d'un taux d'exécution des OQTF de seulement 7% avec l'Algérie, sans pour autant, bien entendu, négliger le rôle de la diplomatie.
Et je voudrais maintenant vous questionner sur cette nouvelle équation stratégique du monde dans l'Indo-Pacifique, qui occupe une place essentielle car elle est le lieu de confrontation entre la Chine et les États-Unis. Et en vérité, la seule chose qui intéresse les États-Unis, c'est la Chine. Et cela a commencé avec Obama, avec sa décision de pivot vers l'Asie. Je ne crois pas d'ailleurs que Donald Trump ait grand-chose à faire de l'Europe, tellement il est focalisé par sa confrontation avec la Chine. Comment voyez-vous l'évolution de cette région du monde et quel peut être le rôle de la France, qui est une puissance de l'Indo-Pacifique, par ses territoires d'outre-mer et par l'importance de sa zone économique d'influence exclusive. Merci, Monsieur Herbillon. Monsieur le député, en ce qui concerne le choix que j'ai fait de m'exprimer clairement, et je le reconnais volontiers, fortement sur l'Algérie. Permettez-moi d'abord de préciser que à aucun moment ma critique n'a été en direction de la position de la France, mais d'acteurs français qui n'engagent pas la France en tant que telle, puisque c'est le président de la République qui, sur cette question, engage la France, et je n'ai pas entendu le président de la République dénoncer les accords de 68. Au contraire, il a dit de la façon la plus claire qu'il n'était pas question de revenir dessus, et que ce n'est pas quelque chose de toute façon qui se ferait comme ça. Donc, permettez-moi de recadrer les choses. Je soutiens pleinement la position de la France. Par contre, je m'oppose fortement à tous ceux qui voudraient instrumentaliser la position de la France à d'autres fins, et je les nomme à des fins identitaires, parce qu'effectivement, cela nourrit un certain nombre de passions chez nous et également en Algérie, sans faire avancer le schmilblick d'un iota, d'un centimètre. Au contraire, si on veut obtenir ce que je souhaite de la façon la plus forte, un rapatriement rapide de M. Boualem Sansal et des avancées en ce qui concerne les questions de sécurité, je dis simplement, par expérience, que ce n'est pas la méthode qui consiste à monter au créneau et à retrouver les accents de la diplomatie de la canonnière qui nous permettront de le faire. Cela fait plaisir à certains électorats, cela permet à certains partis de jouer sur des parts de marché, mais on se trompe de combat. Et ça me permet de répondre aussi à une partie de la question de monsieur le député Herbillon, car j'ai bien entendu le ministre de l'Intérieur qui a indiqué que toutes les polémiques qu'il avait lancées avaient été utiles. Oui, utiles, mais pas nécessairement à la France, certainement pas, et certainement pas au ministre de l'Intérieur. Peut-être au candidat à la présidence des LR, mais je ne crois pas que la vocation d'un ministre soit de lancer des polémiques. Et je crois qu'un ministre a vocation, dans son portefeuille, à apporter des réponses. Alors, chaque fois que le ministre de l'Intérieur s'exprimera sur les questions de sécurité, chaque fois qu'il s'exprimera dans le cadre de son portefeuille sur toute mesure positive qui permettra de régler des problèmes, mais oui, mais les OQTF, justement, la question se pose aussi avec d'autres pays du Maghreb et avec le même manque de résultats. C'est dire à quel point, dans le cas spécifique de l'Algérie, il faut prendre le dossier dans sa globalité et avec sérénité. Les épées en bois, ça ne marche pas. Il faut véritablement être efficace. Si vous permettez également, en ce qui concerne... Si vous me permettez également, dans la question de M. Rambaud, il y avait également la caractérisation du régime algérien. Oui, alors la caractérisation du régime algérien, mais la vocation de la France, Monsieur Rambaud, je suis heureux de vous le dire, parce que si un jour vous arrivez au pouvoir, ça pourra vous être utile, c'est de reconnaître des gouvernements. C'est pas de juger les gouvernements. La France, elle n'est pas là, en maîtresse d'école, à dire vous, la dictature, vous, la grande démocratie. Que ne s'est-on trompé sur l'évolution des États-Unis? Et on aurait pu ouvrir les yeux bien plus tôt. Donc la France n'a pas à juger les gouvernements. Ça vous amuse peut-être dans la cour de récréation de la politique nationale. Ça n'a pas vocation, quand on est aux affaires et qu'on représente son pays, ça n'a pas vocation à rentrer dans des considérations, tout simplement parce que ça ruine toute possibilité de dialoguer, et c'est la vocation de la France, de dialoguer avec tout le monde. Donc c'est une règle fondamentale de la diplomatie. Évidemment, je sais que la conquête du pouvoir en France n'a rien à voir avec l'exercice du pouvoir. C'est pour ça qu'on est si mauvais dans l'exercice du pouvoir. À un moment donné, il faut apprendre la réalité du monde. Après cet échange intense, il est difficile de ne pas se poser des questions.
L'influence des discours politiques sur nos relations internationales, est-ce une question de suivi diplomatique ou une dérive dangereuse? Faut-il, comme le propose Villepin, privilégier la raison et la mesure, ou est-ce qu'un peu de spectacle est nécessaire pour capter l'attention et susciter le débat? Que pensez-vous des implications d'une politique étrangère fondée sur l'harmonie plutôt que sur la confrontation? Et comment interprétez-vous l'idée donc de Villepin concernant la reconnaissance de la Palestine dans ce contexte? Je suis impatient de lire vos commentaires et de discuter avec vous. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. À très vite pour de nouveaux échanges. Ciao!